So I wish I was speaking to you in French, but my French is not as good as I thought it was. So, but I did understand the title, Cœur de l'État, or at least I thought I did. I only realized, actually, during these discussions, that this title has at least two meanings and probably more. It was invented, I guess, by Didier. The cœur de l'État is obviously, or I think obviously, meant to be an implicit suggestion that the heart of the state is located somehow, is a place where morals or morality is to be found. Of course, there's a banal idea there about the heart being the source of the place where emotion is located, and that's not the way we should think about morals or morality, or not only. But the second meaning would be, which is what Bernard just said, the core of the state. So perhaps there's a double suggestion there, that somehow morality or moral discourse or moral attitudes, moral thinking, is at the core of the state. That would be a very strong claim. What is being suggested here, and I guess this is part of the governing idea or the master idea that underlies or is common to all these wonderful papers and this research project and this research agenda, is that morality or the moral, or, and I'll come to this, moral economies are a new place to look, or a place where we should look for new understanding and even critique that is in some way going to reveal, give answers to questions that we either haven't asked or questions which we need to answer in a new way. I think that this is the claim, or something like this is the claim, that if we focus on moral motivation and moral self-understanding and moral justifications of actors, and in particular state actors, we're going to get at something new. We're going to understand something we didn't understand before. Maybe I'm wrong, but I think the idea is that that maybe it's not just the cœur and the core, but it's some kind of black box, which if we open it, we'll see new things. I'm not sure I can find it now, but there was a passage. I think the suggestion is that an anthropologist or anthropology can bring us to a new kind of step, a new level. In the introductory, prefatory paper that Didier wrote, he cites Mary Douglas. And I thought I had it, but I somehow lost it. If you can find it for me. Which page is it? Where Mary Douglas is basically saying that institutions think, they remember. Page 13. Thank you so much. I thought I had it. Here we are. In French, yes. This seems to me some interesting sentences. En montrant comment elles opèrent par analogie et classification, comment elles sont capables de se souvenir et d'oublier, comment elles prennent des décisions de vie et de mort. L'anthropologue britannique, Mary Douglas, s'attache à leur dimension cognitive. Il nous semble toutefois que les institutions ne font pas que penser, elles mettent aussi en œuvre des valeurs et des affects, des jugements et des sentiments. C'est cette dimension morale rarement prise en compte, que nous voulons comprendre comment les institutions évaluent et ressentent. Now that's interesting, it seems to me. There's a big claim, in a sense, being made here, that we can move from the idea that institutions think or have these cognitive capacities
to the idea that if they evaluate œuvre des valeurs et des effects, des jugements et des sentiments. So these are all evaluative judgments, moral judgments, ways of thinking morally. Of course, this raises the question which actually I have spent a year in Princeton trying to figure out the answer to, namely what is moral. But we sort of know, without being able to define it, what's involved here. And the papers that we've heard in the last 2 days, have all been plainly about various kinds of moral judgment, moral concern, on the part of the agents of the state. So here is the claim that I think is uniting you all in your work, that there's some new understanding to be gained by looking at the moral self-understandings and moral justifications that agents of the state give themselves. So that does lead me on to what I don't know, Didier said you wanted to summarize what I've been saying. Can I do it at the end, or do you want me to do that now? Well, you said you wanted to do it every 3 minutes or something. Donc pour résumer vraiment très brièvement, parce que je pense que la plupart d'entre vous ont compris ce que Stephen a expliqué. Donc il repart du titre de cette conférence, au cœur de l'État, et souligne le jeu de mots, ou en tout cas la double signification, qui est heart au sens du cœur, où sont les affects, les sentiments, et de heart au sens de core, c'est-à-dire du centre, là où les choses se passent vraiment. Et donc l'association des deux fait qu'on s'interroge sur les questions morales qui révéleraient en fait le centre du fonctionnement de l'État. Et donc je confirme que c'est bien ce que nous avons voulu faire. Voilà, c'est une parenthèse. Et donc, toujours pour résumer très brièvement, l'idée donc du projet collectif, et ce que chacune des interventions essaie d'illustrer, c'est que en se posant les questions de cette manière, on développe des nouvelles compréhensions, qu'on pose peut-être de nouvelles questions, ou que dans certains cas, on apporte de nouvelles réponses à des questions anciennes. Et ce qui l'amène du coup à poser la question, est-ce qu'il n'y a pas au fond une troisième dimension à ce cœur de l'État, c'est-à-dire que ce serait une sorte de boîte noire dans laquelle il y aurait peut-être des choses à explorer, qu'on n'aurait pas véritablement, qui resterait un peu dans l'obscurité. Et il reprend donc la citation autour du travail du livre série de conférences de Mary Douglas qui s'appelle How Institutions Think, comment les institutions pensent, c'est traduit d'ailleurs en français, et en soulignant ce qui était notre projet, c'est de montrer que bien sûr elles pensent, c'est un travail cognitif, mais il y a aussi un travail moral au sens large, y compris affectif, et donc elles évaluent, elles jugent, et aussi elles ressentent en quelque sorte. Voilà. So, and I suppose as an illustration of that thought, at the very end of Didier Fazan's talk yesterday, which was specifically about the police, the talk, the discourse ends with a very, with I guess what could be a kind of exemplification of this general claim, where he writes, and I'm going to quote, l'ethnographie du travail policier révèle les configurations de normes, de valeurs et d'affects qui rendent intelligible aussi bien la violence que la mesure, le racisme que le respect, l'impuissance que l'efficacité, tout en faisant apparaître les dilemmes et les ambiguïtés auxquelles sont confrontés les agents. So, what you have here, I guess, is an exemplification of the sort of understanding or intelligibility or, as it were, new insight that looking at the moral, what's morally happening, what's happening in the moral dimension,
among agents of the state can explain or can enable us to understand. Now, I want to come in a moment to moral economy, because that's the way in which Didier and you, those of you who are working with him, are framing this focus on the moral. In other words, the moral is going to be thought of, you are thinking about it within that category of moral economy which Bernard has started to talk about. Now, just before I do that, though, I do have a question. This is simply a question which maybe some of you, or Didier himself, can answer. Of course, it would be a ridiculously overblown, exaggerated claim to say that looking at the moral motivations and self-understandings of, for example, policemen and social workers and psychiatrists and so on, is going to tell you about the moral core of the state in general. Clearly that would be wildly ambitious. So it's a more specific range of activities of the state that you're looking at, and that was defined by Didier yesterday as looking at the governance, or the government, and in the larger Foucaultian sense, of precarité. So I guess my question is why? Why is precarité the unifying notion? It's true, I guess, that all the papers that I heard in the last 2 days have been about people, groups, public clienteles, if you like, who are in different ways precarious. What is certainly true, and I'm very aware of this, is that precarité is indeed the most significant, a very significant notion that captures a major aspect of our times. And I don't know if any of you know of a book by Guy Standing, a British book called The Precariat. I think the precariousness and precarité has become increasingly prevalent in the language of social scientists, and rightly so. So I can perfectly see the as it were, general sociological importance of precarité, but I do have this question: why is it that the governance or the government of precarité is the unifying theme of your work? That I'd like to hear an answer to. Now, moral economy. Why is moral economy the appropriate way of getting at the moral, the black box? Bernard rightly points out that this finds its... it was introduced into the discourse, actually, of historians by E.P. Thompson, by Edward Thompson, by Douglas Hay, and then it was taken over by the anthropologist James Scott. And it hasn't, and also incidentally, it's been used elsewhere by Lorraine Daston in the history of science. But it's a notion which is not, as it stands, unclear, fully clear, and it's not, at least not to me, what it actually means. And also, what it is, of course, it's an analogy. It's an attempt to talk about morals, sentiments, judgments, values, norms, all of this rather ill-defined, hard to define, collection of elements which we all sort of know about and talk about a lot, but nobody can give an uncontested definition of. Why is moral economy a good way to get at interesting and important questions? So Bernard rightly says, okay, there's a problem. The problem or rather, the way he begins to raise a problem is to say, well, look, when the original historians, Edward Thompson and Douglas Hay, started to use this notion, the idea was indeed to carry over the idea of political economy into the morals, and to say there was a time when there was a shared set of mutual understandings that was built into a capitalist
or rather a very class-based, class-divided society, in which the disadvantaged class, the dominated class, expected certain things, there was a certain range of mutual expectations which got disrupted with the arrival of the market and laissez-faire. And what happened was rioting, crowds, mobs, which then the notion of moral economy was introduced to account for in terms of an investigation into and an explication of the sense of injustice and indeed outrage, anger, moral anger, in the sense that people felt betrayed and let down, and they felt that what had previously been expected in terms of trust and prevailing norms was no longer being respected by their class superiors. So there you have, as Bernard said, clearly a way of thinking a way of understanding what was otherwise portrayed at the time, certainly by the apologists and the members of the upper class, as unreasoning, mindless mob violence. You understood it from the inside. There was a rendering intelligible, so that moral economy was being used as a way of rendering intelligible what was otherwise not so. I don't know if you want to... Yeah. Bien, je ne reviens pas sur l'exemple de la citation sur la police, puisqu'elle a été lue en français. Et donc, ce à quoi s'intéresse maintenant Stephen, c'est la question qui a déjà été abordée par Bernard de l'économie morale. Et bien sûr, dit-il, il n'est pas question de penser que l'étude de chacune des scènes que nous avons présentées et des questions morales qui se posent ou du travail moral des agents dans chacune de ces institutions pourrait nous donner la totalité de ce que l'État recèle d'économie morale. Mais donc la question, et il reprend la citation de l'introduction, que ce qui nous intéressait dans l'État, c'était la manière dont il gouvernait la précarité. Et donc la question qu'il pose, c'est pourquoi la précarité ? Pourquoi l'avoir délimitée ainsi ? En quoi est-ce que c'est notre thème unificateur ici ? Il est conscient de l'importance sociologique ou sociale de ce qu'un auteur britannique appelle le précariat, et donc de la question de la précarité plus généralement, et en même temps pourquoi l'avoir choisi dans ce cadre. Et il revient à l'instant sur ce qui avait été au départ le cœur de si on peut dire, la définition initiale et le projet intellectuel et politique de E.P. Thompson, l'historien britannique. C'était, comme l'a également dit Bernard tout à l'heure, c'était de rendre compte notamment de ce qui était interprété dans le domaine de l'irrationnel, autour notamment des émeutes, dites par exemple l'émeute de la faim, ou d'autres, et d'interpréter par rapport à des attentes sociales qui sont celles des dominés dans un système de domination, donc les paysanats, le prolétariat, et que l'émeute survient lorsque ces attentes n'ont pas été respectées, autrement dit, lorsque d'une certaine manière le contrat moral qui liait les dominants et les dominés est rompu, et donc c'est à ce moment-là que se produisent les émeutes. Et donc il y a donc la volonté dans ce travail de E.P. Thompson et dans ceux qui l'ont suivi en histoire ou en anthropologie, de montrer que là où on pensait qu'il n'y avait pas de rationalité, en fait, il y avait bien quelque chose de tout à fait explicable en termes, en l'occurrence, d'économie morale et d'attentes non respectées.
So I'm not convinced yet that you know, this metaphor, because that's what it basically is, of moral economy is doing a lot of work. I'm not sure that I'm convinced, in fact, I'm not convinced that moral economy is I don't think in other words, I don't think we can pursue this analogy between an economy, or even a political economy, and a moral economy very far. I think certainly you can say, well, there's a circulation of ideas and sentiments and value judgments. They're certainly produced and they're consumed. I don't know whether we can seriously talk, for example, about moral capital or moral profit or go further into it. I mean, there's another way, however, in which I think moral economy and real economies are similar, and that is that you could say, in this very general point, that, okay, they function as systems, you could say, and they occur within institutions. Didier Fassin wrote that they are contained within, or they're characteristic of institutions, and that's kind of interesting, because if you ask, as Bernard asked me yesterday, well, where is a moral economy supposed to be located? Who? I mean, does an individual have it, or what? And the fact is, you could say the same thing about, I mean, the location of economies. You could talk about domestic economy, you can talk about a national economy, an international economy. So moral economy would be similar in that way also. But whether this analogy or this use of economy together with moral takes you much further, I'm not sure. I'm a little bit doubtful. I just want to say something about the argument or the question that Bernard raised. Namely, look, we can understand, and that has to do with the connection between moral economy and critique. So with E.P. Thompson and the other historians who were using this notion, you could say, okay, thinking or realizing what's morally at work, that's to say that there's moral, and also James Scott, what's involved here is indignation, anger that has to do with the betrayal, that's a moral term, of expectations and mutual understandings. Once you see it that way, you understand what looked like mindless irrationality, because people, after all, were destroying their own livelihoods, becomes intelligible and understandable, but also in some way justifiable. And so the point that Bernard raises is, well, yes, but isn't it different if we're looking at the agents of the state, who are, you might say, though this again is something one might want to discuss and question, part of the dominators, not the dominated. Now, I'm not sure whether, as it were, low-level social workers are really dominators, but they are agents of the state. But should we even think of the state as a dominating agency? Well, that's if you're a Marxist, you'll obviously say yes. And if you're Pierre Bourdieu, you'd say yes. But leaving this question aside, I want to make a suggestion, which is really a suggestion that's intended to capture maybe something of what's going on here, and capture what the connection between thinking in terms of moral economy and critique might be. And I want to do that specifically in relation to Didier's paper about the police, where you can certainly think of, that that we're not dealing with the dominated, though actually even that's not true, because as Didier shows, these policemen are themselves obviously subordinate to control and constraint, and are even subject to considerable domination. But the point being that he describes as taking part in actions which, in the course of his talk yesterday, were clearly very cruel and brutal and
and repressive. And the interest of his analysis, and I guess this is true of the book Les Forces d'Ordre in a more general way, is to show how this was acceptable to them, indeed justifiable, indeed morally fine. And so I'll just read out one sentence from the analysis, where he talks about this daily repressive behavior by the police, of which he gave several examples. Ce quotidien peu valorisant, au regard de l'image qu'ils se donnent de leur profession, et même déviant au regard de la déontologie, mais aussi tout simplement de la loi, doit donc trouver sa place dans un univers de justification morale qui le rende acceptable, voire gratifiant. Now, what's going on here, if I get it right, and I'm wondering maybe this applies to the other papers that you've been giving here, is the idea that what you're investigating here is how people render their lives, their working lives, what they do in their working lives, what they the practices they engage in, how they render these acceptable and indeed justifiable. So what that sentence I just read out suggests is that the police who are brought in from rural places far away, and they're dealing with populations they know nothing about, whom they despise, and yet they do things which normally they wouldn't feel happy about doing, like leaving some poor guy in the cold, and not taking him back to get some warmth, and not even caring if he dies. That wouldn't seem like something they could do if they were not policemen in this place doing this job. So what is it about the whole structuring situation? Well, something is enabling them to think this is all okay, all justifiable. So the more general point might be that the agents of the state, let's not say we, the agents of the state who are doing all the various jobs that your papers have been about, are involved in, or have to, or just do, have moral ways of self-understanding, justifying behavior which is either cruel and bad like that, or pointless, or in one or another way morally disturbing, to render all of this coherent and acceptable. So what I'm thinking of suggesting here is as a kind of idea. We all know about the theory of cognitive dissonance, that there's a whole tradition of psychological analysis which suggests that people, when faced with cognitive dissonance, find ways of rendering this coherent. Sometimes we don't even care, but we quite often do try to render contradictions acceptable to us, or at least invisible. That's perhaps more important. And so perhaps a lot of what you've been writing about and what seems to be at work here is, what is it? I mean, how is it that people render what would otherwise be morally disturbing or morally conflictual considerations, moral conflict, let's say in general, conflict between values or conflict between competing considerations, justifiable to themselves in a moral community? How does that work? Because it seems, perhaps the premise here, the underlying assumption is that people need to do that. That seems to be something that people need to do in order to be able to live with themselves. And so how does that work? And here I do think that Marc-Henri Goulot's very interesting, I agree with Bernard, very interesting talk this morning, adds another layer, another dimension, another layer of analysis. Perhaps, indeed, people, when faced with activities that really don't make sense, because, and by the way, I think the same thing applies to the discussion yesterday of the judging, both the English and the other paper about what happens when in the justice sphere, where you are basically trying to decide about immigrants' stories and whether they're true or not. And as Anthony Wood remarked,
well, that doesn't really make any sense. All truth means is that what's said by a credible witness. In both in that case and also in the case in the discussion by Marc-Henri Goulot, you've got an important need and a necessity to just make sense of it all. And in Marc-Henri Goulot's terms, you have to act and think as if it all made sense. And so maybe that's what's going on in moral discourse, or I don't mean always, but perhaps that's at least part or an essential part of what's at work here, that if we want to understand how the agents of the state deal with these various cases of précarité, where they have to deal with really complex issues on behalf of the state, they need to understand this, the agents of the state, in ways that make sense to themselves. And so I just offer you this sense of this notion of moral dissonance, as maybe that's a further way of developing the thought of Mary Douglas. Now, just a last point. So how does all this relate to critique? Well, I think I'm less troubled than Bernard is by the difference between the E.P. Thompson project, which was, after all, E.P. Thompson was a Marxist historian, and what seems to be at work here. For Thompson, rendering the crowd, the riots intelligible made sense as critique, because you could say, well, they were part of a progressive story. They were doing themselves in. They were certainly doing things which were self-destructive, but it was part of a story which we can make sense of and indeed endorse. Now, I think that similarly, or not similarly, but in a parallel way here, when thinking about the agents of the state, rendering the agents of the state's behavior and motivation and self-understanding intelligible, you do something that is politically worthwhile, because you not only do you understand what's going on better, and that has to be a good thing anyway, but you it can only have good political consequences, because you will no longer, for example, if we just take the case of the police, you'll no longer have simple automatic reflexes, attitudes, very understandable and characteristic of the left, on the left, for example, of being against the police. If you understand more about what it is that makes such bad policing possible, then you'll have a better political program. So I just hope that the Minister of Justice, who is appointed by François Hollande, reads Didier Fassin's book. Continuons la discussion avec Bernard Harcourt. Stephen Lux reprend le parallèle entre économie morale et économie politique. Et il se demande si véritablement le concept d'économie morale est utile. Il pense que non. Et no, it's too strong. Trop fort. Je pense que peut-être pas. Et alors, d'un côté, il est bien sûr d'accord avec ce que la définition que nous proposons, à savoir qu'il y a une production, une circulation, une consommation, une appropriation de valeurs, d'affects, de normes, est une définition qui fait sens. Et en même temps, il se pose la question, mais est-ce qu'on peut, par exemple, comme on le ferait pour l'économie politique, parler de capital moral, de profit moral? Parenthèse, oui, mais ce sera la discussion. Et il revient notamment sur ce qui faisait le bénéfice intellectuel de l'économie morale chez E.P. Thompson, qui était de montrer que l'indignation, comme affect, correspondait à un sentiment de trahison
et donc renvoyait à ce contrat moral rompu, là où l'irrationalité était généralement invoquée pour expliquer ces comportements, ce qu'il avait déjà dit précédemment. Donc ça donnait des clés de compréhension. Alors, comment ça se passe quand on se déplace des dominés, c'était le cas d'E.P. Thompson ou de James Scott, vers l'État? Alors, question, est-ce que l'État est dominant? Je continue bien sûr de dire ce que Stephen propose. Est-ce que l'État est dominant? On peut penser dans un certain sens, et il cite Marx ou Bourdieu, disant que l'État est dominant. Mais au fond, est-ce que ces agents de l'État dont on a parlé ne sont pas aussi des dominés? Est-ce qu'ils ne sont pas subordonnés à un pouvoir de l'État dans lequel, comme les policiers, il reprend l'exemple, en fait, ils sont assujettis eux aussi à des politiques publiques. Et donc la question, reprenant la discussion d'hier fin de journée, et certaines descriptions et analyses autour de la police, une question qui se pose, et ce serait vrai pour d'autres métiers, c'est pourquoi est-ce qu'à un moment donné, des agents peuvent faire des actes que dans d'autres circonstances on jugerait, et peut-être eux-mêmes ils jugeraient intolérables? Comment est-ce que ces actes qu'il appelle moralement dérangeants peuvent être, à un moment donné, justifiés moralement? Et donc, il fait appel là à des travaux de psychologues autour de la dissonance cognitive, et il pose l'équivalent qui serait une dissonance morale, et lorsqu'il y aurait des conflits entre des valeurs morales, entre ce qu'on est censé faire et ce qu'on fait en réalité. Et donc, ce décalage devant faire, dans la vie de tous les jours, dans le travail quotidien, devant faire l'objet d'une justification pour rendre compte vis-à-vis de soi-même ou vis-à-vis des autres de ce qu'on fait, et en rendre compte dans un registre qui est aussi moral, au sens, pour le coup, de moralement positif, de quelque chose qui est que c'est bien de faire ça parce qu'on a des bonnes raisons pour le faire. Et il reprend également les commentaires qui ont été faits ce matin par Marc-Henri Soulet et hier par Anthony Good sur donc, le travail social d'un côté, sur les formations de jugement en matière d'asile de l'autre, en essayant de montrer que derrière des grandes idées de valeurs, comme la vérité par exemple, il y a des choses extrêmement pratiques et concrètes, comme le fait que la vérité est ce que finalement on croit parce qu'on a des témoins qui sont fiables. Et il termine en disant que, au fond, lui n'est pas gêné, comme semblait l'être Bernard, par la différence qu'il y a entre notre usage ici des économies morales et l'usage qu'en fait E.P. Thompson, et que, de son point de vue, il y a effectivement un double effet de cet usage des économies morales, tel qu'est le nôtre, et du reste, de même qu'il y avait ce double effet aussi, mais dans une direction différente chez E.P. Thompson, qui est premièrement d'apporter des éléments de compréhension là où une analyse superficielle ou de sens commun laisserait penser que c'est incompréhensible, c'est inintelligible. Et donc, par exemple, les comportements des policiers, il reprend cet exemple-là. Donc, on gagne des éléments de compréhension, d'intelligibilité, et qu'à un deuxième niveau, qui est un niveau politique, le fait d'avoir cette meilleure compréhension permet de dépasser ce qui serait un niveau de pure dénonciation de pratiques, en l'occurrence celle des policiers, mais ça pourrait être celle des travailleurs sociaux ou d'autres, qui serait une pure dénonciation, puisque dès lors qu'on accorde, qu'on donne du sérieux aux interprétations qu'eux-mêmes donnent, aux justifications qu'ils donnent, et au fait qu'ils moralisent en quelque sorte leur travail, eh bien, on est en mesure de faire une autre forme de critique
et de dépasser ce qu'il qualifie d'une critique, disons, simpliste de gauche, qui est une pure dénonciation, par exemple, de la force brutale de la police. Et donc, il termine par un conseil de lecture pour la ministre de la Justice de François Hollande, Madame Taubira. J'ai fini. La question donc de l'articulation des trois concepts de Bernard Harcourt, est-ce que vous accepteriez qu'on la formule de cette façon? Donc, bon, on part du syntagme les économies morales. Hein. D'abord, une question, j'espère qu'elle sera élucidée dans la suite de la discussion, c'est le besoin qu'on a de le décliner au pluriel. Pourquoi le pluriel? Alors, les économies morales, l'expression, c'est le sens, je crois, des remarques aussi de Stephen Lux, tient sur une ambiguïté, mais qui est voulue et qui aurait une portée heuristique, entre un sens, disons, cinétique. Il y a des choses qui circulent, des affects circulent, des valeurs circulent, et donc, du coup, des capitaux peuvent s'accumuler, hein. Et un sens que je dirais déontique. Hein. Il y a des formes de devoir, hein, de bien, qui se marquent et qui, du même coup, règlent les conduites aux yeux des acteurs eux-mêmes, qui peuvent se justifier leur pratique. Donc ce n'est pas tout à fait le même sens. Et je crois que le concept dans l'esprit de ceux qui le promeuvent est de maintenir les deux en regard. Hein. La question étant de savoir quand on bascule de l'un à l'autre. Alors, les économies morales, moi, en termes d'histoire des sciences sociales, quand les sciences sociales ont pris en charge la question morale, il me semble qu'il y avait deux opérations. Une première opération, c'était de sociologiser la morale, hein, de dire que finalement la science sociale s'est construite contre la philosophie morale. Elle s'est construite en disant qu'on ne peut pas élucider la morale uniquement en raisonnant abstraitement sur les concepts de bien et de devoir, et que la morale a une dimension sociale, donc elle varie avec les sociétés, qu'elle varie selon les milieux, et donc là, effectivement, des économies morales, on peut dire que c'était impliqué par le mouvement même de ce que la sociologie a fait à la morale. Hein. Et en même temps, elle ne pouvait pas, évidemment, se débarrasser de la question morale, puisque la sociologie cherchait, et cherche toujours, je crois, à éclairer des règles. Et du même coup, la question de la moralisation des conduites, de la présence de motifs proprement moraux restait au premier plan, mais pas dans la perspective philosophique. Et puis, deuxième opération, la science sociale, en naissant, a moralisé l'économie. C'est une autre opération essentielle des approches qui nous réunissent ici. Si on fait des sciences sociales, hein, c'est qu'on a sociologisé la morale et on a moralisé, on a cherché en tout cas à comprendre comment, que ce soit par la voie weberienne ou par la voie durkheimienne, comment l'économie pouvait être ramenée à une production morale. Elle qui déviait, dévie encore, structurellement vit sur un déficit moral. Donc ça, ces deux opérations-là, il me semble que le syntagme les assume, hein, mais évidemment les décline d'une façon singulière qui n'est pas celle qu'on trouvait à la naissance des sciences sociales. Alors, il me semble que vos deux exposés essayaient de toucher le point où cette déclinaison était le plus sensible, c'est le point politique, en fait. C'est-à-dire, c'est à quel moment, donc effectivement, la montée des trois concepts, en tout cas du niveau 1 au niveau 2 de l'exposé de Bernard Harcourt, faisait bien sentir le point. À quel moment on peut dire qu'on passe à un diagnostic, voire à une critique politique du point de vue des sciences sociales.
Bon. C'est là qu'on a, à mon avis, quelque chose enfin, mais c'est aussi une question à Didier. Hein. C'est sur la question des enjeux politiques. Hein. Et c'est sur ce concept même d'enjeu que tu cherches à construire. Et au fond, les deux exposés, à mon avis, venaient toucher ce point comme une question. Hein. À quel moment se coagule, se construit vraiment la perception d'un enjeu politique dans le cadre de la description d'économie morale. Alors, moi, j'aurais une question aussi, mais vous voyez, donc c'est pas une question à vos exposés, c'est une question à la problématique elle-même. Il me semble que ce qui était présent chez Thomson et que les deux exposés, au fond, on décrit comme un spectre qui n'est pas pris en charge, donc dans le passage de la première acception Thomson à celle c'est la suivante. Il y a politique, donc on passait d'une description de l'économie morale de la classe ouvrière ou de la paysannerie à un sens politique de cette économie morale lorsque le mot politique pouvait être affecté à une indignation, hein, c'est-à-dire à la perception d'une attente déçue. Hein. C'est ça. Donc la rupture du contrat moral, c'est l'expression que vous avez employée, la rupture du contrat moral. Et là, on peut dire qu'il y a politique. Voilà. Je me demande si c'est la même acception qui est reprise dans vos travaux. Hein. Et alors peut-être que je la préciserai, si j'ai encore une minute, j'essaierai de la préciser de la façon suivante. Je pense qu'il y a politique quand il y a prise en charge de problèmes ou de questions qui ont trait à la vie commune. Mais pas sous la forme, simplement, de la bonne gestion de la vie commune. Hein. Pas sous la forme du fonctionnement interne de la vie commune. Donc pas sous la forme d'un jugement porté sur les institutions en termes simplement de fonctionnement de la vie commune. Il y a politique quand il y a, et c'est pour ça qu'il y a aussi politique quand il y a sentiment d'une trahison du contrat moral, il y a politique quand est en jeu ce que nous voulons faire ensemble de cette vie commune. Autrement dit, il y a politique quand on a dépassé justement la question fonctionnelle des institutions. Alors, et que s'ouvre un projet de vie commune. Voilà. Pas la vie commune comme fonctionnement, la vie commune comme but. En fait. La vie commune comme but. Bon, à ce moment-là, je crois que effectivement, la question de l'économie morale devient très intéressante, parce que elle articule en fait. Alors c'est pour ça, par exemple, que la question de la précarité est pertinente. Le point de vue de la précarité est pertinent, parce que le point de vue de la précarité, là, il n'est pas pertinent simplement au sens des dommages ou des lésions subies. Il est pertinent au sens de l'impossibilité d'un projet, en fait. Le blocage dans l'ouverture du politique. Voilà. Donc le concept de précarité, là, il a un sens à la fois moral et politique. Il a le sens de la qualité subjective, en fait, requise pour que politique ait du sens voilà, dans le cadre d'une économie morale. Voilà, c'était ma contribution modeste à ces voilà. Je crois qu'il faut aussi distinguer les interventions, parce qu'il y a eu beaucoup de présentations, et donc il faudrait aussi, je pense, distinguer le rôle de l'économie politique dans les différentes interventions. C'est clair que dans tes deux interventions, Didier, il y avait une notion d'indissociabilité de l'économie politique et de l'économie morale et l'économie politique.
Pourtant, et des fois j'ai entendu une notion, par exemple, de gouvernementalité chez Shaura, mais dans les autres, donc c'est une question à tout le monde, dans le sens que, par exemple, à la fin de... Bon, je voulais juste pour repérer Yasmine, à la fin, c'est vraiment une économie morale de la prise en charge des détenus en prison, se déplaçant d'un pôle plus compensationnel vers un pôle plus répressif. Donc, l'emphase vraiment est sur la notion d'économie morale, je pense. Par exemple, dans Jean-Sébastien Isabelle, dernier paragraphe sur l'économie morale de l'adolescence populaire. Encore une fois, je crois que l'emphase, c'est plus sur l'économie morale. Donc, c'est la relation entre les deux, je crois, qui est à discuter avec toute la salle, je pense aussi. Ouais. Je vais mettre là pour regarder les gens. Et dans une certaine mesure, je pense que je ne veux pas trop en dire non plus parce que je ne voudrais pas préempter la discussion, la table ronde qui va y avoir après. Oui. Mais néanmoins, il y a cette discussion qui a beaucoup porté, et c'est normal, puisque c'est au fond ce sur quoi nous essayons de réfléchir, qui a beaucoup porté sur la notion, ou peut-être le concept, d'économie morale. Alors, c'est vrai que nous nous en sommes expliqués dans des textes auparavant, c'est une notion qui est un peu lestée et qui a une histoire, et on a essayé de rendre compte de cette histoire. Et cette histoire, elle pose un problème parce qu'elle n'est pas du tout homogène, c'est-à-dire que les gens qui utilisent économie morale l'utilisent de façon extraordinairement différente, et que ce que nous avons essayé de faire dans un premier temps, parce que nous pensions que en tout cas, nous nous posions la question de savoir quel était l'usage possible, théorique, d'une notion qui était utilisée par tout le monde, sans définition, la plupart du temps, et comme un implicite. Et donc, on s'est dit, soit on l'utilise véritablement sérieusement, et donc on réfléchit sur les usages qui en ont été faits, les présupposés théoriques ou parfois les explicites théoriques, et on décide si ça nous sert à quelque chose ou pas. Il y a une tradition, qui est celle qui a été beaucoup évoquée à cette table, qui est, et très logiquement, qui est celle d'E.P. Thompson, développée ensuite par d'autres, et notamment de façon assez célèbre par James Scott, et qui est effectivement une économie morale au sens très strict d'une économie. Et c'est une économie qui est morale. Et une économie morale, elle s'oppose à une économie, par exemple, de marché, qui n'est pas très morale. En tout cas, il y a cette dimension qui n'est pas toujours claire chez E.P. Thompson, mais en tout cas, c'est bien de ça dont il s'agit, puisque c'est une sorte de réponse à Adam Smith, et montrer que les paysans aussi, ils ont leur morale, et leur morale, elle repose sur une certaine acceptation d'un rapport inégal dans les échanges commerciaux, mais d'une part, dans leur segment à eux économique, là où ils produisent des valeurs de solidarité, d'échange qui fondent cette économie et qui font qu'on peut l'appeler morale, et en même temps, c'est là qu'il y a une certaine ambiguïté, et en même temps, c'est ambigu, mais ça reste quand même cohérent, en même temps, il y a dans l'accès au marché une relation qui est une relation basée sur un contrat moral. C'est inégal, mais il y a des règles, on les respecte de chaque côté, on travaille beaucoup, les autres gagnent beaucoup, mais ça reste... Et donc, il peut y avoir rupture de ce contrat. Chez E.P. Thompson, les choses sont tellement strictes, et il a tellement peur du terme moral qu'à un moment donné, il se pose la question, est-ce que je fais bien de l'utiliser? Et en tout cas, il dit... Quand je dis morale, je ne dis pas valeur, ce qui est étonnant pour quelqu'un qui fait de la philosophie morale. Je dis morale, mais sauf les valeurs. Bon. C'est-à-dire, donc, c'est les affects, c'est les normes, c'est les obligations, chez lui. D'où l'indignation, d'où le contrat, etc. Et donc, il y a tout ce courant, et du coup, parce qu'elle est définie comme ça, cette économie est une économie des dominés. Parce que si on n'est plus dominé, à ce moment-là, on rentre sur le marché et on est dans un autre système et c'est plus, on n'est plus dominé. Donc, il y a des phrases célèbres
de Thomson là-dessus pour dire que si on n'est pas dominé, il n'y a pas d'économie morale. Il y a une deuxième tradition qui est généralement moins évoquée, qui semble-t-il est complètement autonome par rapport à la première, qui est plutôt dans l'histoire des sciences et la sociologie des sciences, et qui s'intéresse à l'économie morale, non pas d'un groupe, ou pas tout à fait, puisque Loren Daston parle d'économie morale de la science. En fait, c'est quand même beaucoup l'économie morale des scientifiques, qui, dit-elle, renvoie au terme d'économie au sens classique, c'est-à-dire de réseau, d'arrangement, etc. Et morale, c'est les valeurs, les affects. Et donc, en associant les deux, les côtés émotion et le côté valeur proprement dit. Et donc, du coup, si c'est défini de cette manière, ça ne catégorise plus les dominés. Ça catégorise n'importe quel groupe, ça caractérise n'importe quel groupe, et en l'occurrence, ça caractérise, y compris les scientifiques. Ils ne sont pas spécialement dominants, mais en tout cas, ils ne sont pas particulièrement dominés. Mais ça peut caractériser, du coup, n'importe quel groupe, et ça a été progressivement étendu à différents domaines. Alors, nous, dans notre projet, nous avons pensé que soit on pouvait considérer que ces deux ensembles n'avaient strictement rien à voir, ce qui, d'un point de vue analytique, est très défendable, soit on pouvait penser qu'il y avait un gain intellectuel, heuristique, à les rapprocher, à les articuler, et du coup à les dépasser, parce qu'évidemment, ça ne colle pas. On ne peut pas dire c'est les dominés et c'est pas que les dominés, on ne peut pas dire c'est les valeurs et c'est pas les valeurs, donc à un moment donné, il faut dépasser, ou en tout cas proposer de dépasser. C'est ce que nous avons fait, et donc nous avons dit ce qui est très intéressant chez Thomson, c'est cet ensemble d'éléments de révélation sur l'importance de la morale dans les rapports sociaux, dans les rapports de production, dans des rapports de pouvoir, et la dimension conflictuelle qui est explicitée par des critères moraux, alors que le conflit est un élément politique. Donc là, il y a quelque chose qui est fort, qui rappelle les rapports de domination, etc. Et ça, c'est très estompé, pour ne pas dire disparu, chez Loren Daston et les autres qui ont utilisé ce concept, Margaret Lock et d'autres. Mais en revanche, chez ces auteurs, d'une part, ils ont en quelque sorte neutralisé le mot économie, c'est-à-dire que ça n'est plus seulement l'économie au sens de les biens marchands qui peuvent circuler, c'est la circulation, enfin la production, la circulation, etc. Et deuxièmement, ça porte sur les valeurs et les affects, mais quel que soit le groupe, ça ne caractérise pas un groupe particulier. Et donc, il nous a semblé que ces deux ensembles-là, enfin ces deux éléments-là dans chacun de ces ensembles théoriques, avaient une vertu heuristique, parce qu'à ce moment-là, on pouvait, et c'est ce qu'on a fait de manière un petit peu simple, caler la définition de l'économie morale sur celle de l'économie politique, au sens classique, c'est-à-dire celle de Jean-Baptiste Say, c'est-à-dire une définition de la fin au début du XIXe siècle, qui est, et donc en la traduisant, qui est la production, la circulation, la consommation, l'appropriation, la distribution, enfin non plus des biens et des services, mais d'autres types de ressources que sont les valeurs, les affects, les normes. Donc on a cette définition qui, bien sûr, se réfère lointainement à E.P. Thomson et lointainement à Loren Daston, mais qui cherche à s'en démarquer, et à s'en démarquer, encore une fois, simplement pour autant que l'on puisse penser que ça a une vertu heuristique. Si ça n'en est pas, on la laisse tomber, et on peut concevoir que, de même que tout le monde ne parle pas d'économie politique, je veux dire, il y a plein de chercheurs qui n'utilisent jamais le mot économie politique, l'expression économie politique, qui font des choses très intéressantes. De la même façon, on n'est pas obligé de parler d'économie morale. Alors, pourquoi est-ce qu'on la mettrait au pluriel ? Au niveau général que j'ai indiqué, on peut parler d'une économie morale de la même façon qu'on parle d'une économie politique.
En réalité, le parallèle pose certains problèmes, et je les ai un petit peu discutés dans un article, mais je vais pas trop rentrer là-dedans. Mais en quoi est-ce qu'il y aurait un pluriel? Au fond, il y a un pluriel un petit peu de la même façon que économie politique s'utilise aussi au pluriel. C'est-à-dire qu'on peut parler, je sais pas, on a dit, pour des exemples que je connais un petit peu, l'économie politique du sida ou l'économie politique du saturnisme. C'est-à-dire, c'est rendre compte de la production économique et politique d'une maladie, par exemple. Et donc, on peut avoir différentes économies politiques sur des objets particuliers. Et de la même façon, nous, on a pris des économies, on s'est intéressé à des économies morales particulières sur des objets, donc l'économie morale de l'asile, par exemple, ou bien l'économie morale de la sécurité, ou bien l'économie morale de l'emploi, et donc sur des objets qui permettent de circonscrire un certain type de valeurs et qui sont mobilisées. Alors, le projet qu'on avait ici, s'agissant de l'État, c'était de voir comment ça pouvait fonctionner sur l'État. Alors, en ne préjugeant pas du tout que l'État était dominateur ou qu'il était dominant, bien entendu, c'est une institution particulièrement visible, et surtout dans un pays comme la France. On disait, par exemple, la Suisse, je disais hier, les États-Unis. C'est vrai que on se dirait quel État? Alors, est-ce que c'est le New Jersey ou est-ce que c'est un État? Donc, évidemment, c'est un canton. Donc, c'est pas. Mais en France ou dans beaucoup de pays, et même dans ces pays-là d'ailleurs, l'État représente quelque chose. Dans ces cas-là, c'est un État fédéral qui continue à représenter quelque chose. Et donc, comment est-ce que ça marche avec l'État? Et c'est ce que nous avons essayé de faire, donc je vais pas revenir là-dessus. Je voudrais simplement ajouter un point qui est deux points qui sont liés. C'est sur la question politique, au fond. Non pas simplement comment est-ce qu'on associe économie politique et économie morale. On en a donné des exemples qui peuvent chaque fois être bien sûr discutés, critiqués, mais en tout cas on a essayé de le traiter de cette façon. Mais en quoi est-ce qu'il y a du politique, et en quoi est-ce que ces économies morales, surtout, permettent de dévoiler du politique? Et au fond, c'est ça qui a été la question que vous avez posée tous les trois. C'est, au fond, est-ce que ça nous sert simplement à dévoiler de la morale, ce que nous pensons, et nous sommes à peu près tous d'accord là-dessus, mais est-ce que ça permet aussi de dévoiler du politique? Je pense qu'on pourrait prendre dans chacune des études, je vais prendre dans la mienne simplement parce que c'est celle que je maîtrise le mieux, évidemment. Et où est le politique? Où est le politique dans le dévoilement moral, si on peut utiliser cette expression, en tout cas dans l'explicitation des justifications morales? S'agissant de la police, lorsque je dis hier que les justifications morales sur lesquelles se fonde la police pour agir d'une certaine façon avec leur public, s'agissant d'un type particulier de police qui sont celles qui interviennent dans les quartiers populaires, ce qui nous ramène à la question de la précarité, je donne deux éléments. Je dis un premier, c'est sûrement plus complexe, mais en tout cas j'en donne deux qui sont très fortement structurants, qui sont premièrement la stigmatisation des publics et la construction comme ennemi. Si ennemi n'est pas politique, où est le politique? Je veux dire, construire le public auquel on s'adresse comme ennemi, ce qui est montré par de nombreuses études depuis 50 ans aux États-Unis et que nous avons, nous, montré à travers une ethnographie. Donc il y a là, on voit bien que dans cette construction-là, qui est une construction a priori morale sur la stigmatisation, la disqualification, il y a immédiatement une transformation en ennemi et donc ensuite en des scènes, comme on en a une encore hier d'ailleurs, et peut-être la nuit prochaine, à Villiers-le-Bel, des scènes où ça déclenche des formes de violence qui peuvent être très exacerbées. Deuxième exemple qui est différent et qui là va rendre compte de la question de la trahison et donc du projet. Je dis que pas deuxième exemple, mais deuxième élément, c'est de dire que la justice n'est pas rendue. Les magistrats ne font pas leur travail.
Donc il y a, du point de vue des policiers, qui s'imaginent, qui se pensent comme des gens qui travaillent pour l'ordre, mais un ordre juste, un ordre public qui est donc un ordre moral juste en même temps. Il y a cette idée que les magistrats ne font pas leur travail et que donc ça les légitime, eux, pour faire un certain nombre pour rendre des punitions, par exemple, sur le terrain. Et infliger un certain nombre d'avanies ou de brutalité ou d'insultes, etc., à des personnes. Et là, on voit bien qu'il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une trahison et qui se joue, c'est-à-dire qu'il s'estime trahi, au font par l'État. Alors, je l'ai développé surtout pour les magistrats, mais ça concerne aussi d'ailleurs leur hiérarchie, dont ils estiment qu'ils sont trahis aussi par leur hiérarchie. Et donc, je terminerai simplement en disant que sur la question des enjeux politiques et enjeux moraux, c'est pareil. Au fond, ce qui, et je n'ai cessé de le dire dans les discussions que nous avons eues cette année à l'Institut d'études avancées avec Steven et nos collègues, c'est que, de mon point de vue, plus que la question de définir qu'est-ce que des valeurs, qu'est-ce que des normes, est-ce que les valeurs et les normes sont différentes, comme le disent beaucoup de philosophes, ou finalement, est-ce qu'on peut les mettre ensemble? Toutes ces questions définitionnelles, qui sont très importantes, ne sont pas celles qui m'intéressent, et je crois qui nous intéressent collectivement, c'est comment des questions morales ou des enjeux moraux se posent. C'est sous cet angle-là que ça nous intéresse. Donc c'est pas un exemple c'est pas la question d'isoler la morale quelque part, c'est de comprendre des émergences, des naissances, des cristallisations de questions morales. Alors bien sûr, quand on parle d'enjeux et quand on parle de questions, je crois qu'on est dans quelque chose qui est une interaction entre ce que produit la société produit des choses qui deviennent des enjeux ou des questions, et en même temps ce que produit le chercheur, c'est-à-dire ce qu'il essaye de montrer, de révéler, bien sûr en écho avec la société, parfois sur des questions que la société elle-même n'accepte pas de traiter de cette façon. Et donc c'est là que toute une série de débats peuvent survenir parmi les sociologues, c'est-à-dire est-ce qu'on dévoile des choses ou est-ce qu'on traduit et je crois qu'en fait, ce qu'on essaie de faire, c'est les deux, c'est-à-dire reprendre ce que la société pose comme question, parfois les formuler différemment, et aussi prendre ce qu'elle ne pose pas, mais qui nous semble poser problème. Donc voilà un petit peu la manière dont j'ai été un petit peu long, mais comme c'était une question pour nous assez centrale, pour expliquer comment nous servait. Évidemment, on est encore une fois conscient que à la fois c'est à soumettre à la discussion à la fois empirique de chaque cas et théorique en général, et qu'en même temps, il est possible que ça ne soit pas heuristique pour tout le monde. Il nous a semblé, nous, que ça nous permettait de voir des choses que jusqu'alors on n'avait pas vues dans des travaux et sur des terrains que nous connaissions pourtant relativement bien, en tout cas pour certains d'entre nous.